Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, bien sûr sur tous les réseaux sociaux de Bismart, mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement en plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment est-ce que l'on peut investir dans le whisky. Oui, vous avez bien entendu, dans le whisky. Nous avons souvent traité du vin dans l'émission. Nous parlerons aujourd'hui de whisky. Nous en parlerons avec Pierre-Luc Noury, responsable du département vin et spiritueux au sein de la maison Agut. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous nous demanderons ensemble si les conditions sont aujourd'hui un petit peu plus faciles pour les emprunteurs en matière de crédit immobilier, alors que plusieurs grandes banques ont annoncé revenir sur le marché du crédit immobilier pour la fin d'année 2023. Nous en parlerons avec Pierre Chapon, cofondateur de Préto, mais aussi avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Philippe Parguet, directeur général de Norcia, sur l'investissement en SCI ou en SCPI. Nous nous demanderons s'il existe encore des opportunités en la matière. Ce sera donc dans la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons traiter ensemble un sujet qui va faire plaisir aux amateurs de whisky, puisque nous allons tenter de comprendre ensemble comment un investisseur ou un épargnant peut investir une partie de son patrimoine dans le whisky. Justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Luc Noury. Bonjour Pierre-Luc Noury. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département vin et spiritueux au sein de la maison Agut. Alors effectivement, les investisseurs, même peut-être les moins chevronnés, savent qu'il est possible d'investir dans le vin, d'investir dans des bouteilles de vin. C'est moins connu pour des spiritueux comme le whisky. Pour autant, on peut décider d'acheter, de faire l'acquisition de bouteilles de whisky, d'ailleurs peut-être pas de bouteilles, de fûts, vous allez nous le dire, dans un objectif de valorisation et peut-être même d'investissement. Exactement. Alors, de la même façon qu'on peut investir dans le vin, vous le disiez, le whisky et les spiritueux en général sont reconnus pour être un placement certain. Donc, il y a eu une valorisation qui a été importante ces 20 dernières années sur ce marché. D'accord. Et de la même manière, un particulier comme un professionnel peut acquérir des whiskies dans un volume plus ou moins important, soit une bouteille, soit un fût. D'accord. Celui qu'on va vendre le 23 octobre prochain, qui est vraiment un volume très important cette fois. Mais il y a quelques critères auxquels il faut prêter attention dans les deux cas. Particuliers ou professionnels donc auront à cœur de vérifier l'authenticité. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Donc, ça suppose de s'intéresser à l'interlocuteur, à l'interlocuteur qui est en face de vous pour s'assurer que c'est un professionnel et que toutes les garanties en termes d'authenticité sont bien prises. À la composition, effectivement, donc au contenu véritablement de ce que l'on va acheter. D'accord. Ouais. Et enfin, avec l'état de conservation, la question du prix, parce que c'est souvent relié, donc en termes de rareté et en termes de qualité de conservation. Il faut faire attention à ça. Alors déjà, l'authenticité, ça veut dire qu'on peut quoi ? On peut avoir des malfaçons en termes de whisky ou Pas vraiment des malfaçons, on pourrait parler plutôt de faux. D'accord, de contrefaçon. Ouais. Exactement, de contrefaçon carrément. Donc effectivement, quand vous portez acquéreur d'un objet, a fortiori ancien, il faut être très attentif au canal par lequel vous allez investir. Donc il faut effectivement suivre la provenance du whisky que l'on va acheter, et ça c'est une provenance qu'on va suivre sur les fûts de whisky quand ils sont effectivement conservés, ou même après derrière sur les bouteilles de whisky qu'on va acheter? Sur les fûts, effectivement, mais aussi sur les bouteilles, puisque la majorité du marché va se passer pour les particuliers sur des produits qui sont de volume contenu, donc des bouteilles. D'accord. Donc effectivement, être attentif à la provenance, la personne qui vous le vend, les conditions de conservation et les éléments d'authenticité véritablement techniques qu'on peut avoir à vérifier. Alors justement, si je continue le parallèle
parallèle avec le vin, puisque c'est peut-être ce qui parle au plus de monde. Il y a un sujet conservation, généralement, dans le vin, qui fait que les bouteilles changent parfois de propriétaire, mais rarement d'endroit. Est-ce que c'est la même chose pour le whisky? Est-ce que le whisky est plus résistant peut-être en matière de conservation? Exactement. Les spiritueux d'une façon générale, et le whisky en particulier, de par son plus fort degré d'alcool, est plus résistant naturellement. D'accord. Donc il faut quand même, malgré cela, faire attention à quelques critères, notamment garder les bouteilles debout. Ça, c'est une certitude pour tous les spiritueux. D'accord. Afin d'éviter que l'alcool, justement, puisse attaquer le bouchon et puis qu'ensuite on ait des problèmes de conservation. Vous avez ensuite, comme dans une cave de vin, plusieurs éléments à surveiller. Le fait que ce soit un endroit frais, sombre, calme et avec une humidité, on va dire, modérée pour éviter que Donc, là aussi, on regarde l'hygrométrie. Voilà, l'hygrométrie est importante pour éviter que l'étiquette soit endommagée et donc que le capital soit entamé. Ça se conserve combien de temps, une bouteille de whisky? J'ai envie de vous dire que c'est quasiment sans limite de temps. D'accord. À partir du moment où ces critères sont respectés. Là où le vin... Donc sans limite de temps veut dire peut-être valorisation qui peut croître pendant un nombre d'années assez impressionnant. Tout à fait. C'est aussi pour ça que des whiskies qui aujourd'hui ont 40, 50, 60 ans atteignent des niveaux de prix qui sont très très importants. Parce que la rareté a fait son œuvre. Ce sont des whiskies qui ne valaient pas les prix d'aujourd'hui. Donc qui ont été consommés au fil du temps. Et aujourd'hui, les quelques rares bouteilles qui subsistent ne seront jamais bu pour le coup. On n'est jamais sûr de rien, je ne jamais dire jamais, parce que certaines personnes n'hésitent pas à ouvrir des bouteilles très chères. Mais en tout cas, voilà, ça constitue véritablement un capital très important aujourd'hui. Alors, racontez-nous, vous allez prochainement mettre aux enchères au sein de la maison Ingut un fût dont la valeur totale est estimée entre 300 et 400 000 euros. Mais alors, ce fût ne va pas être vendu en tant que fût. Derrière, les acquéreurs vont acheter des bouteilles de whisky provenant du fût en question. Exactement. On va proposer à la vente le 23 octobre prochain un fût de la distillerie Glendronach en Écosse. C'est un whisky qui a 30 ans d'âge, distillé en 1992 et mis en bouteille en 2023. D'accord. Alors, il est un petit peu exceptionnel parce que c'est effectivement le contenu complet du fût, ce qu'on appelle un single cask, qui va être proposé à la vente. Donc, c'est l'opportunité, plutôt ici pour un professionnel, on ne va pas se le cacher, d'acquérir quelque chose d'assez exclusif. Donc, c'est une des tendances du marché actuel sur le whisky qui se tourne véritablement vers un segment premium de whisky exclusif, vieilli très longtemps et sélectionné avec le plus grand soin pour incarner au mieux la distillerie dont ils sont issus. Donc celui-ci, il représente la distillerie Glendronach. Il provient de la distillerie Glendronach, qui est particulièrement reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire en termes de vieillissement en fût de Jerez, donc de vins espagnols fortifiés, qui vont apporter, au fur et à mesure du vieillissement du whisky, une saveur particulière et une richesse incomparable. Mais alors, quand on est une maison de vente aux enchères, qu'on vend le contenu d'un fût, alors qu'on fait effectivement totalement confiance en matière de conservation aux professionnels effectivement qui le met en vente, comment est-ce qu'on est sûr que, passé 30 ans, on vend quand même un whisky de qualité aux gens qui vont acheter des bouteilles? Parce que, différemment du vin, le whisky s'arrête de vieillir une fois qu'il est mis en bouteille. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une période de vieillissement qui va être de 30 ans. À partir du moment où le whisky est encapsulé dans cette bouteille, il ne vieillit plus. Donc, on retrouve un petit peu ce phénomène de capsule temporelle qui est si cher aux amateurs de whisky. Vous retrouvez dans une bouteille de 1992 un savoir-faire, un processus et une méthode de production qui remonte à 1992. Là où, lorsque vous achetez un vin, en fonction des conditions de conservation, effectivement, vous êtes face à quelque chose de plus risqué parce que le vin, lui, continue de vieillir dans la bouteille. Et là, vous vous exposez à un vieillissement qui est un peu aléatoire, un peu plus aléatoire qu'un whisky. Rapidement, Pierre-Luc Noury, si on veut investir dans des whiskies de qualité dont on est sûr qu'ils vont prendre de la valeur, c'est forcément en Écosse qu'il faut investir? Alors, vous avez l'Écosse qui est une valeur sûre. Vous avez évidemment le Japon qui, depuis une vingtaine d'années, truste véritablement les ventes aux enchères et le marché des spiritueux premium, des single malt. Donc, j'aurais tendance à conseiller effectivement de vous orienter quand vous voulez investir sur ces deux pays de production et également être attentif au fait que vous achetez des whiskies millésimés qui sont toujours un peu plus valorisés. Et pourquoi pas, un des fers de lance des distilleries et des marques en ce moment, c'est la notion d'édition limitée.
Donc peut-être vous porter acquéreur de ces éditions pour constituer une sorte de collection dans la collection avec une plus-value lorsqu'elle est complète. Merci beaucoup Pierre-Luc Noury de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable du département vin et spiritueux au sein de la maison Agut. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le retour de plusieurs grandes banques nationales sur le marché du crédit immobilier va donner un petit souffle aux investisseurs ou aux futurs acquéreurs immobiliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Chapon tout d'abord. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Préto. Nous avons le plaisir d'accueillir également Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage. On va commencer avec vous Ludovic Usieux. Donc plusieurs grandes banques nationales ont annoncé revenir sur le marché du crédit immobilier. Alors il y en a deux pour le moment. On entend parler de Banque Postale ou Société Générale. Certains journalistes se posent même la question de savoir si le fait qu'il y en ait deux qui arrivent, peut-être que ça amènera d'autres grandes banques nationales à retourner elles aussi pour la fin d'année sur le marché du crédit immobilier. Quand on est courtier en crédit immobilier, est-ce qu'on se dit ça y est, voilà encore un peu plus d'air pour cette fin d'année 2023 ? On ne boude pas notre plaisir, hein. Ce sont des signaux faibles pour le moment, effectivement. C'est des situations qui existent là, depuis la rentrée de septembre. Deux groupes nationaux bancaires ont signé leur retour. On n'est pas dans l'euphorie parce que ça fait aussi un petit moment que le marché est moins bon et que l'accès aux banques est parfois réduit, même si on trouve des sorties bancaires sur la plupart des dossiers qui nous sont confiés. Mais évidemment, ce sont pour l'instant des signaux faibles. On va en voir les applications pratiques dans les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment que c'est une bonne nouvelle, évidemment qu'on s'en réjouit, surtout que ça va rouvrir des perspectives et des solutions sur des dossiers au niveau national. Vous parliez effectivement de la Banque Postale et Société Générale. Ces deux groupes qui effectivement font du crédit pour tout le monde et c'est une bonne nouvelle. Pour tout le monde, du coup, pour tous les acquéreurs immobiliers ou tous les investisseurs immobiliers. Pierre Chapon, même question. Du coup, souffle d'air aussi, j'imagine, chez Préto. On est content de voir que des banques rouvrent un petit peu les vannes parce qu'avant l'été, et même d'ailleurs jusqu'à fin août, il y avait cette question de... Alors, on a eu d'abord le taux d'usure, ensuite on a les normes HCSF et enfin, on se dit, mais même en matière commerciale, finalement, on pensait qu'il y aurait plus de volume, on ne le voyait pas. Là, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des objectifs commerciaux chez les banques qui font qu'on rouvre les vannes du crédit immobilier. Oui, tout à fait. Donc, c'est des bons signaux. Il y en a deux. C'est le signe, puisque c'est des banques qui pilotent de manière assez, on va dire, assez centralisée leurs équilibres financiers. Si ces banques-là prennent cette décision-là, sans doute que c'est le signe que les équilibres financiers du crédit deviennent plus favorables. On a des banques qui nous disent on est à peu près à l'équilibre sur le produit. Donc ça, c'est un très bon signal. On peut s'attendre que d'autres banques, sans parler de celles qui avaient vraiment arrêté, mais décident d'en faire un petit peu plus aussi. Parce que la question de l'équilibre financier sur le crédit immobilier, c'était encore un sujet là sur ces derniers mois, parce que l'augmentation des taux laissait quand même entendre qu'ils commençaient à retrouver de la rentabilité sur le crédit immobilier quand même. Tout juste. On va dire tout juste. Après, il n'y a aucune banque qui compte de la même manière, mais c'est en train de revenir, mais ça reste un petit peu juste quand même. Ensuite, vous disiez, c'est le signe qu'il y a des objectifs commerciaux. Alors là, je pense qu'il faut garder un peu de réserve. D'accord. C'est pas parce que ça réouvre que ça réouvre grandement. D'accord, c'est ça. Nous, ce qu'on entend, c'est que les objectifs commerciaux qui commencent à se préparer pour l'année prochaine se calent à peu près sur les niveaux de cette année, donc sur des niveaux bas. D'accord. Donc on rouvre doucement, effectivement. Aucune banque nous a communiqué des objectifs 2024 plus favorables qu'en 2023, pour le moment. Exactement. Donc, En revanche, on commence à réfléchir déjà à cette année 2024 qui se prépare en 2023 et donc peut-être à rechercher un certain nombre de dossiers quand même. Alors de bons dossiers, c'est peut-être qu'on va en parler, ça reste toujours peut-être le sujet, mais en tout cas de nouveaux dossiers en termes de crédit immobilier. Oui, les banques vont chercher à occuper le terrain
juste ce qu'il faut pour pas perdre de clients et être présent sur le marché. En revanche, on n'a pas de banques qui nous disent pour 2024, on va utiliser le crédit immobilier pour être à la conquête de parts de marché. D'accord, oui. C'est un petit peu, on va essayer de maintenir nos positions, on va dire ça. Et comment expliquer, Ludovic Huzieux, cette frilosité, si je puis dire, parce qu'effectivement, alors je suis peut-être le plus euphorique des trois sur le fait qu'il y ait des banques. Content, Oui, bien sûr. On c'est boude ce que pas notre plaisir. Vous êtes content, mais effectivement, vous voyez la réalité là où on anticipe peut-être un peu plus que ce que c'est de notre point de vue de journaliste. Mais comment expliquer cette frilosité alors que les taux sont montés? Les banques ont retrouvé de la rentabilité. Le taux d'usure a été recalculé de manière mensuelle pour éviter de bloquer un certain nombre de dossiers. Il y a effectivement ce sujet des normes HCSF face effectivement au coût du crédit qui est un peu plus élevé aujourd'hui qu'avant. Mais comment expliquer que ça ne roule pas parfaitement sur toute la chaîne ? Parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a deux problèmes qui ont été les problèmes centraux des 18 derniers mois. Le taux d'usure, qui a bloqué quand même un certain nombre de dossiers, c'était un problème réglementaire qui est maintenant derrière nous. Il y a une différence entre les taux qui sont pratiqués aujourd'hui en moyenne sur 20-25 ans qui sont suffisamment éloignés du taux d'usure pour que ce ne soit plus un frein et qu'on ne vienne plus taper de l'usure sur la quasi-totalité des dossiers aujourd'hui. Problème de marge que vous soulignez, à savoir que tout juste ou même un peu favorable, maintenant les banques ont une différence qui leur permet de ne pas être négatives, de payer les frais de structure de charge. Bon, en tout cas, tout ça est calculé effectivement différemment selon les groupes bancaires. Là où on se pose la question, c'est une question de rentrée, là, de la rentrée de septembre. C'est que pendant plus d'un an, les sorties bancaires ont été un peu plus compliquées, même si encore une fois, on trouve des solutions pour la plupart des dossiers, et que si on cherche un peu plus, qu'on présente le dossier un peu plus de fois, qu'on fait notre travail d'expert, on trouve des sorties bancaires. Mais enfin, la vraie question de cette rentrée, c'est de savoir si, à un moment où, cette dernière année, on avait des clients, on avait des dossiers, on avait moins de sorties bancaires, si le problème ne va pas s'inverser. Est-ce que les emprunteurs et les clients vont être au rendez-vous? Cette réouverture des guichets bancaires, c'est un peu tout l'enjeu de cette rentrée 2023. À force d'avoir entendu pendant un an que les taux augmentaient, que les prix baissaient un peu et que c'était peut-être pas le meilleur moment d'aller acheter, ou en tout cas ce que disaient un certain nombre d'experts, c'est ça la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont revenir? C'est quand même un marché de confiance. C'est aussi un marché où il y a une forte inertie. C'est pas parce que deux groupes bancaires ont décidé aujourd'hui de réouvrir un peu les vannes que ça va être transformé sur les chiffres du mois de septembre et du mois d'octobre. Il va falloir quand même un peu d'élan pour repartir à la conquête des emprunteurs qui sont effectivement un peu échaudés par les signaux qu'ont été tous ces emprunteurs qui formentent un projet, lisent, écoutent, regardent les émissions qui sont consacrées à ces sujets de l'immobilier et ont bien compris que c'était quand même un tout petit peu plus difficile d'emprunter aujourd'hui qu'hier. Et il faut que tous ces indicateurs-là, que les planètes soient alignées et qu'on rentre dans un cycle à nouveau vertueux de l'immobilier, à savoir de recherche, de pouvoir trouver des biens finançables et de trouver un crédit immobilier. Pierre Chapon, vous constatez une sorte de découragement vis-à-vis d'un certain nombre de clients que vous accompagnez, c'est peut-être un peu moins de confiance qu'avant dans l'idée que devenir acquéreur de sa résidence principale, c'est quelque chose qu'on considérait encore facile il y a 2 ou 3 ans? Alors, on ne constate pas de découragement, en tout cas sur l'intention. Je ne pense pas que les Français, par un calcul financier, aient délaissé le rêve de devenir propriétaire. Ça, je ne pense pas. Les Français ne raisonnent pas comme ça. Ils ne raisonnent pas comme des entreprises. Bien sûr. Donc non, ils sont là. Il y a de la demande, mais de la demande complètement un petit peu molle. D'accord. Et ils se posent plein de questions. Et je pense que effectivement, le fait de constater, comme le dit Ludovic, que maintenant il n'y a plus de problème de financement. Et l'exemple des deux groupes bancaires qui reviennent s'en est un, mais déjà sur les derniers mois, on peut dire qu'on n'avait plus de problème pour financer les dossiers. Et ça, il faut que le marché le sache. À la fois, un vendeur qui initie son projet de changement de maison, il doit comprendre que ces acheteurs potentiels peuvent être financés. Et si on reconstruit cette confiance-là, c'est hyper important. Et ça peut faire la différence. Et c'est pas un mauvais moment pour même si les taux sont hauts, pour se positionner. Il y a moins d'acheteurs. Si on est bankable, c'est-à-dire si on a bien préparé son dossier, qu'on est finançable, on a un poids de négociation important. Et
les acheteurs qui se lancent concrètement et énergiquement dans un projet d'achat, actuellement, je ne pense pas qu'ils fassent une mauvaise opération. Alors effectivement, on en parlait d'ailleurs dans une émission précédente, de cette idée de... on a vécu une sorte d'âge d'or pendant une dizaine d'années où on empruntait pour pas grand-chose et derrière, on pouvait attendre 3 ans avant de rentabiliser presque son achat puisque les prix continuaient à monter. Avec quand même le petit bémol on était 20 à 40 sur chaque maison, chaque appartement et on avait une chance sur 2 d'être appelé. Comment est-ce qu'on aborde du coup cette période en matière d'investisseurs ou d'acquéreurs immobiliers, Ludovic Igieux? Est-ce qu'il faut se dire qu'il y a quand même encore des opportunités? Est-ce que maintenant que le financement est revenu, on peut dire que c'est un bon moment pour les acquéreurs? Ou est-ce que effectivement, il faut encore avoir en tête qu'il va falloir aller négocier et faire comprendre par exemple aux vendeurs que la valorisation est peut-être plus celle que les acquéreurs ont en tête aujourd'hui? On est probablement dans ce moment-là, c'est-à-dire dans un temps de transaction un peu plus long, ou dans cette période où un bien qui vaut 100, dans l'idée du vendeur, il vaut toujours 110, alors que dans l'idée d'un acquéreur, il a potentiellement des cotés de 5 ou 10%, ce qui est à peu près l'ajustement des prix qu'on a pu constater depuis quelques mois. Donc en fait, je vous parlais de confiance tout à l'heure, on vit aussi dans des idées et dans un temps qui a duré une dizaine d'années, c'est long, à savoir que quand on a financé son précédent bien à moins de 1% et qu'il va falloir le revendre sans énorme plus-value, comme ça a été le cas les dernières années, il y a peut-être une recherche un peu plus longue, une optimisation un peu plus longue et des opérations qui vont prendre un peu plus de temps. Ou avec, comme on le voit souvent, avec une plus-value qui est toujours présente, mais un peu moins grande que si on avait vendu il y a 2 ans et on a du mal à accepter l'idée qu'on ne reviendra peut-être pas sur le niveau d'il y a 2 ans. Ouais. C'est un peu ça, c'est des choses qu'on a touchées qui sont derrière nous et puis il faut se le dire, il faut aller de l'avant, surtout sur un marché qui est un peu bloqué. Là où j'abonde dans le sens de Pierre, c'est que se financer à ces conditions-là, d'ailleurs, rien ne présage que ce ne sera pas un peu plus haut dans les quelques mois à venir, que si vraiment à un moment ou à un autre, sur des engagements de 20 ou 25 ans, les taux devaient rebaisser à un moment ou à un autre, il y aura des phénomènes de rachat de crédit comme on a connu sur les 10 dernières années, cristalliser des taux aujourd'hui, empruntés à taux fixe, comme c'est toujours le cas en France en 2023 et probablement en 2024, c'est quand même une bonne chose. Et ces projets qui sont existants, ou en tout cas, quand il y a un besoin, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est plutôt de la mollesse sur les achats de confort, sur les transactions qui sont entre guillemets un peu obligatoires. C'est un peu plus long, les négociations sont probablement un peu plus âpres, mais le marché est toujours là. C'est un peu plus mou, mais on va se remettre en ordre de marche pour que ça se passe bien en cette fin d'année. Pierre Chapon, je rebondis sur ce que nous a dit Ludovic Igieux sur effectivement le niveau de taux à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut espérer se dire qu'aujourd'hui on a atteint une certaine stabilité dans la progression des taux de crédit immobilier et qu'on voit l'avenir de manière un peu plus sereine, je ne sais pas, mais un peu plus stable en tout cas? Alors, je vais répondre à 2 échéances. Sur le court terme, c'est-à-dire les quelques prochains mois, malheureusement non. Je pense que ça va continuer d'augmenter, peut-être à des niveaux, une rapidité d'augmentation qui va se tasser un peu, mais ça va continuer d'augmenter. Les banques n'ont pas encore répliqué toute la modification de leur coût de financement un peu moyenné. Donc ça va continuer d'augmenter. Par contre, on s'attend à une forme de stabilisation en 2024. D'accord. Et d'ailleurs, entre les lignes de la dernière annonce de la BCE, on s'attend à ce que ça a été la dernière hausse de taux. Ça pointe vers l'atteinte d'un plateau début, mi-2024. Voilà. Et après, comme le disait Ludovic, il est probable que par la suite, mais alors là le timing c'est impossible de le savoir, il y a une baisse de taux qui arrive. Et ça c'est à prendre en compte aussi dans l'arbitrage que peuvent faire les acheteurs, puisque acheter avec une très bonne négo sur le prix on ne l'enlèvera jamais. Bien sûr. Alors que le taux à 5%, peut-être que dans 2 ans on le renégocie à 3. Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'acquéreur on peut renégocier son taux à la baisse, mais en revanche il est rarement négocié à la hausse. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Pierre Chapon, cofondateur de Préto, Ludovic Igieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la 3e partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP.
Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement en SCI ou SCPI face aux différentes actualités dans le secteur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Parguet. Bonjour Philippe Parguet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes directeur général de Norcia et dans votre viseur, dans votre œil, donc cette semaine, les SCPI, les SCI qui ont été un petit peu chahutés ces derniers mois. Alors, on va comprendre un petit peu d'où vous parlez. Est-ce que l'immobilier, l'investissement immobilier, les fonds immobiliers représentent une part importante du stock de Norcia aujourd'hui ? Alors, je vais donner quelques chiffres. Norcia, c'est 11 milliards d'euros. Les SCI et les SCPI, on les retrouve majoritairement en assurance vie chez nous. Donc, c'est à peu près sur un périmètre de 9 milliards. D'accord. 9 milliards qui sont intermédiaires. C'est les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui souscrivent nos produits. Bien sûr. Et sur ces 9 milliards, on a à peu près 7,5% qui sont soit sur des SCPI, donc le véhicule historique, si on peut parler comme ça, et la SCI sont des véhicules un peu hybrides qui ont été créés il y a une quinzaine d'années, qui sont plus liquides que la SCPI, donc qui étaient plus adéquates pour l'assureur en termes de liquidité. Donc 7,5%, ça fait grosso modo à peu près 700 millions d'euros d'investissement. Est-ce qu'il faut être inquiet ? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise immobilière plus conséquente ? Et est-ce qu'il faut être inquiet sur les fonds immobiliers, Philippe Parguet ? Alors, j'aurais tendance à dire que dans un an, les réponses seront claires. Bien sûr, évidemment. En attendant, on est encore un peu dans le brouillard. Si on prend méthodiquement la chose, il y a eu une dizaine de SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Elles ont dévalorisé leur prix de part parce qu'elles avaient un prix de souscription, prix auquel elles faisaient souscrire les clients qui étaient trop éloignés de la valeur d'expertise, donc la valeur des biens. Les SCPI, aujourd'hui, sont très réguliers. Elles sont obligées d'expertiser leurs biens régulièrement. Donc il y avait un écart qui était trop important. Et les autorités de tutelle leur ont demandé de manière assez forte si vous avez besoin d'ajuster, ajustez maintenant. Donc effectivement, il y a eu cette première vague de correction qui est quand même assez importante. On a des SCPI qui ont dévalorisé jusqu'à 16 ou 17%, donc c'est pas neutre. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est la première vague ou la vague va se suivre. Donc il y a déjà des sociétés de gestion qui ont dit non, moi c'est bon, je suis bien valorisé, je suis serein sur mes expertises, je ne bouge pas. Et la question, c'est de savoir si les autres vont bouger ou pas. Sachant qu'il y a d'autres échéances quand même par rapport à ce que l'AMF a demandé aux sociétés de gestion. Effectivement, il y a des échéances en octobre, en décembre. Donc on pourrait voir peut-être de nouvelles valorisations sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Les expertises de décembre, fin décembre, seront importantes puisqu'elles vont aussi peut-être expliquer une deuxième vague. Alors, de dire qu'on est au début d'une crise, je ne pense pas, parce que sinon on aurait dévalorisé de manière assez forte et tout le monde aujourd'hui. La deuxième vague sera importante, ça va dépendre de l'évolution des taux, de savoir si les actifs immobiliers se déprécient, et ça dépend surtout aussi de quel immobilier détient la SCPI. On sait que le bureau est en souffrance, on sait que le commerce, moins, ou tout dépend duquel. Après, il y a d'autres segments de l'activité, comme la santé, la logistique, l'hôtellerie, qui se comportent très très bien. Alors, je ne parlerai pas d'habitation, je suis complètement, bien sûr, complètement novice dans le sujet, enfin complètement incompétent, mais en tout cas, il y a des segments d'activité qui fonctionnent bien et d'autres qui sont plus en difficulté. Un mot sur la liquidité, c'est un sujet d'inquiétude depuis plusieurs mois. On a vu effectivement que parfois, dans certains cas, pour certaines SCI, il y avait des alertes, notamment la SCI, je vais y arriver, Capimo, dont Primonial Reim a informé qu'elle serait plus en capacité d'assurer la liquidité de la SCI au-delà d'1 milliard d'euros de retrait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des sujets liquidité aujourd'hui ? Alors ça, c'est un vrai bon sujet, c'est une vraie bonne question. On se souvient de 97, enfin pas tous, mais certains, se souviennent de 97 où il y a eu une vraie crise de liquidité sur les SCPI, qui a été une crise très importante. Il y a beaucoup de SCPI qui étaient détenus par les assureurs. Un assureur doit assurer la liquidité des supports qui la composent. Donc si je suis souscripteur d'une SCPI en assurance vie que je souhaite la vendre, l'assureur est censé assurer la liquidité de ce support-là. Nous, on a majoritairement des CI et SCPI en assurance vie. Donc, du coup, effectivement, il faut juste que l'assureur assure la liquidité de ce sujet-là. 97, ça a mis quelques SCPI, mais encore une fois, dans un autre contexte, un peu en difficulté. Aujourd'hui, le sujet est là. Cet article, l'article auquel vous faites référence est sorti, a été un peu bouleversé le marché. Reprenons dès le départ, un assureur doit assurer la liquidité. Un assureur est associé des DCI qui sont dedans. Donc en fait, encore une fois, c'est une question de cohérence par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'assureur puisse absorber les flux de liquidité, qu'il répercute les ordres sur les SCI qui sont censés être plus liquides et qu'ils assurent la liquidité. Donc oui, il y a un risque de liquidité si tout le monde sera en même temps.
faut pas se mentir. Donc après, il y a différentes manières de faire. Soit on baisse la valeur liquidative, soit on met des gaps. On dit on sort, on a une liquidité qui est prolongée. C'est ce que proposait Bien sûr. Manuel Léa. Donc voilà, si tout le monde sort en même temps. Donc après, il faut raison garder, c'est un investissement de long terme. Exactement, il faut se souvenir que l'immobilier est un investissement de long terme. On finira là-dessus. Philippe Parguet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes directeur général de Norcia. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.